Ces médecins savaient très bien que leurs recherches ne tenaient pas la route. Pourtant, ça ne les a pas empêchés d'affirmer publiquement qu'elles étaient sérieuses. Et venant de médecins, c'est particulièrement grave, parce que ça veut dire qu'ils l'ont fait en toute connaissance de cause. Le docteur Ethan Haim était chirurgien résident au Texas Children's Hospital, mais il a découvert que, malgré l'annonce officielle de la fermeture, des médecins poursuivaient en douce et même développaient leur programme de soins dit d'affirmation de genre pour mineurs. Il a donc tiré la sonnette d'alarme et s'est retrouvé dans le viseur d'une enquête fédérale. Il y avait toute une équipe de procureurs, d'agents du FBI, d'agents du HHS. Ils ont passé des centaines d'heures sur cette affaire. Je n'ose même pas imaginer combien de millions de dollars d'argent public ont été dépensés pour me poursuivre pour quelque chose qui, au fond, n'était pas un crime. Après 3 inculpations avortées et plus de 148 documents juridiques déposés, l'affaire a finalement été classée. Ils n'ont jamais pensé que cela irait aussi loin, mais ils ont frappé à la mauvaise porte et ils m'ont choisi moi comme cible. Voici American Thought Leaders, je suis Yann Yekielek. Docteur Ethan Haim, c'est un plaisir de vous recevoir dans American Thought Leaders. Merci de m'accueillir, c'est un honneur. Revenons au 24 janvier de cette année, vous vous attendiez à aller en prison, mais cela ne s'est pas produit. Oui, c'est vraiment l'aboutissement d'un long parcours. C'était assez fou. En fait, parce que le 24 janvier, c'est le jour où mon affaire a été classée. Mais ce jour-là, et surtout la veille au soir, j'étais sincèrement en train de me préparer à aller en prison. Je donnais à ma femme tous mes contacts dans les médias. On se demandait même s'ils allaient débarquer sur mon lieu de travail, parce que j'étais censé opérer le lendemain. On se préparait vraiment au pire. Et tout ça pourquoi? Parce que j'ai pris la parole, tout simplement. J'ai dit ce que je pensais de ce qui se passait dans cette affaire. Et le juge menaçait de m'envoyer en prison pour avoir soi-disant violé une sorte d'interdiction de parler, un gag order de fait, qu'il n'avait même pas signé. Et le plus dingue, c'est que le même jour où je risquais la prison, il a fini par signer le classement de l'affaire. Elle a été classée avec préjudice, ce qui veut dire qu'elle ne pourra jamais être rouverte. Tout cela remonte à 2023, lorsque vous avez lancé l'alerte sur des pratiques très préoccupantes. Que s'est-il passé? J'étais chirurgien en chirurgie générale au Baylor College of Medicine, qui fait partie du Texas Medical Center. Pendant la formation, on passe par plusieurs hôpitaux et l'un d'eux, c'est le Texas Children's Hospital, l'un des plus prestigieux. On y passait beaucoup de temps. Mais en réalité, tout a commencé un an plus tôt, en 2022, quand la question transgenre a vraiment commencé à prendre de l'ampleur. Après le Covid, ce sujet s'est mis à circuler partout, dans les écoles, dans les hôpitaux. Et en mars 2022, l'hôpital avait publié un communiqué très officiel annonçant la fermeture de son programme transgenre à cause de possibles implications pénales. Cette décision faisait suite à une déclaration du procureur général du Texas qui avait dit quelques semaines plus tôt que ce genre de programme pouvait être considéré comme de la maltraitance infantile. Donc à première vue, on comprend pourquoi l'hôpital aurait voulu prendre ses distances. Sauf qu'au fil des mois, j'ai découvert que le programme n'avait en fait jamais été fermé. Il avait continué et même été élargi, mais dans la plus grande discrétion. Et je le savais parce que je travaillais sur place et que les médecins qui pratiquaient ces interventions me disaient clairement qu'elles continuaient. À un moment donné, j'ai compris que je ne pouvais plus me taire. C'était mon devoir en tant que médecin. Alors, le 16 mai 2023, j'ai lancé l'alerte anonymement avec Christopher Rufo pour révéler que le plus grand hôpital pour enfants du monde mentait, qu'il maintenait un programme qui manipulait, mutilait et stérilisait des enfants en parfaite santé. Vous avez dit que prendre la parole faisait partie de votre métier. Pouvez-vous expliquer ce que vous voulez dire par là?
Quand on prête serment en tant que médecin, on jure de ne pas nuire, n'est-ce pas? Mais ce serment ne concerne pas seulement les patients qu'on opère ou qu'on voit en consultation. Il s'applique aussi à la profession dans son ensemble. Mon père est médecin, il est pneumologue, et quand j'étais enfant, il me répétait toujours « Tu dois prendre soin de tes patients. C'est ça le plus important. » Mais il m'a aussi appris autre chose, qu'on a le devoir de protéger notre profession. Et ça veut dire qu'on doit tenir les autres médecins responsables quand ils mentent ou qu'ils causent du tort à des patients parce qu'on a une responsabilité envers eux. Si on voit quelque chose de mal, on ne peut pas détourner les yeux. On doit en parler, on doit agir, même si ça implique des sacrifices parce que ce métier est trop important. On n'a pas le droit de faire autrement. Vous avez une vision assez rare si l'on observe ce qui a pu se passer au cours des quelques dernières années écoulées. Cette vision des choses, elle m'est surtout venue de ce que j'ai vu pendant le Covid, ce que j'ai vécu à l'hôpital. C'était terrible. Des gens mouraient seuls, des enfants maltraités, enfermés chez eux pendant des mois. Et tout ça, c'est arrivé parce que certains médecins n'ont pas respecté leur serment, tout simplement. Beaucoup ont préféré se taire face aux mensonges et à cause de ce silence, ceux qu'on était censés protéger sont ceux qui ont le plus souffert. Voir ça, c'était insupportable. Des entrepôts remplis de corps, des familles séparées, des proches qui n'ont même pas pu dire au revoir. Et même si j'ai essayé de m'opposer à ça de l'intérieur, à un moment, je me suis senti complice, je me suis senti coupable et je ne pouvais pas vivre avec ça. Alors, quand j'ai découvert ce qui se passait au Texas Children's, je savais que je ne pouvais pas me taire. Pas cette fois, je ne pouvais pas me regarder dans un miroir si je laissais passer ça. Alors que je savais ce qui se passait et que je pouvais agir. J'ai donc lancé l'alerte le 16 mai 2023 de façon anonyme. Personne ne savait qui j'étais. Mon idée, c'était de faire ma part, puis de continuer ma vie. J'étais sur le point de finir ma résidence en chirurgie, prêt à commencer mon nouveau poste. Mais le jour de ma remise de diplôme, le 23 juin 2023, quelques heures à peine avant la cérémonie, juste avant de retrouver mes parents, mes collègues, tout le monde, quelqu'un a frappé violemment à ma porte. J'ouvre et je me trouve face à 2 agents armés du ministère de la Santé. Ils me disent qu'ils enquêtent sur une affaire liée à des dossiers médicaux. Et là, j'ai compris. L'appareil fédéral venait de frapper à ma porte et que le combat commençait. Heureusement, ma femme est avocate. Elle est même procureure fédérale au ministère de la Justice. Elle m'avait dit, si un jour ça arrive, tu ne leur dis pas un mot, sans avocat. Et elle avait raison. Ce qui a suivi, c'est difficile à décrire avec des mots. C'était corrompu, traître, profondément injuste. Il y avait tellement de niveaux de manipulation, tellement de couches de corruption qu'on ne cessait d'être choqué par jusqu'où ils étaient prêts à aller. De quoi avez-vous été accusé? Ils m'ont accusé d'avoir accédé à des dossiers sans autorisation. Et au départ, ils m'ont aussi accusé de les avoir divulgués. C'étaient les 2 grands volets de la loi HIPAA. D'abord l'accès, ensuite la divulgation. Ce qui rend cette affaire totalement sans précédent dans l'histoire américaine, c'est que leurs propres preuves, celles qu'ils nous ont données, montraient que j'avais bel et bien accès au dossier parce que je travaillais dans cet hôpital. Ensuite, leur première inculpation reposait sur une histoire complètement inventée. Elle s'est effondrée d'elle-même. Ils ont dû abandonner l'accusation de divulgation parce que je n'avais jamais révélé aucun nom de patient. Tout ce que j'ai transmis avait été anonymisé, exactement comme les données que les hôpitaux partagent avec les agences de santé publique ou les médias quand ils parlent de problèmes de santé publique. Et après tous ces mois de bataille, ils ont fini par réinterpréter la nature des accusations. Honnêtement, je ne sais toujours pas exactement de quoi j'étais accusé. Ils ne nous l'ont jamais dit clairement. Vous venez d'évoquer la première inculpation. Il y a ensuite une seconde. Oui, il y en a eu 3 au total. Imaginez un peu ce que ça représente en frais juridiques, de devoir faire face à 3 inculpations successives. La première s'est effondrée
parce que leur récit ne tenait pas debout. Ils affirmaient qu'après janvier 2021, je n'avais plus aucune raison d'être au Texas Children's Hospital. Ils essayaient donc de me faire passer pour une sorte d'imposteur, un menteur qui se serait inventé un prétexte pour accéder au dossier et entrer dans le système médical. Sauf que ce n'était pas vrai. Je travaillais bel et bien là-bas, j'étais en rotation à l'hôpital en avril et mai 2023. Une fois qu'on a prouvé ça, ils ont dû retourner devant un grand jury pour obtenir une deuxième inculpation. Et là encore, ça n'a pas tenu. La deuxième inculpation est tombée parce que le langage utilisé dans l'acte d'accusation ne correspondait pas au texte de loi, ce qui est un problème grave. Ils m'accusaient en gros d'un crime qui n'en était pas un. Et pour couronner le tout, il y avait une faute de frappe dans l'acte. Au lieu de citer le sous-chapitre 11 en chiffres romains, ils ont écrit sous-chapitre XL. Le problème, ce sous-chapitre n'existe tout simplement pas. C'est un énorme vice de forme. On ne peut pas inculper quelqu'un pour un délit qui n'est même pas dans la loi. On a eu une longue audience là-dessus, pendant laquelle le juge a sévèrement recadré le procureur. Et ils ont fini par devoir produire une troisième inculpation. Tout ça après des mois et des mois de bataille judiciaire. J'ai vu qu'il y avait eu 148 dépôts dans cette affaire, c'est énorme. Et comme vous l'avez dit, tout ça coûte très cher. Des ressources considérables ont été mobilisées pour ça. Oui, c'est vraiment impressionnant parce que rien que pour faire défiler tous les documents sur le registre judiciaire en ligne, ça prend un temps fou. Il y a tellement de dépôts, mon équipe juridique a dû se battre dès le départ juste pour poser les bases de l'affaire. Quand on dit le processus et la punition, eh bien voilà exactement à quoi ça ressemble concrètement. Il rédige un acte d'accusation basé sur une histoire complètement inventée et il faut ensuite plusieurs centaines de milliers de dollars pour réussir à le démonter devant un tribunal. Ensuite, il nous accuse de crimes qui ne figurent même pas dans la loi. Et il faut encore déposer des requêtes, mobiliser les avocats, passer des heures à rédiger, à plaider. Mes avocats ont passé des centaines d'heures là-dessus. C'est des sommes astronomiques en frais juridiques. C'était semaine après semaine de batailles juridiques intenses. Et ce qui est fou, c'est que mes avocats devaient défendre des points qui en réalité étaient évidents. Mais le département de la justice s'acharnait dans le but de nous vider de toutes nos ressources. Comme certains expliquent que le processus judiciaire en lui-même est déjà une punition, pensez-vous qu'il s'agissait là de leur stratégie? Absolument, et je le sais avec certitude. Le département de la justice n'a jamais eu l'intention que cette affaire aille aussi loin. Leur plan, c'était que je plaide coupable à un petit délit, que ça se règle discrètement et qu'ils puissent repartir avec leur victoire. C'est comme ça qu'ils fonctionnent. Ils criminalisent les lanceurs d'alerte dans les hôpitaux et derrière, ils décrochent des promotions dans la superstructure du Parti démocrate. Voilà qui sont ces gens. Ils n'ont jamais imaginé que j'allais me battre. Mais le jour de ma première comparution, j'ai plaidé non coupable. Et ce jour-là, avant et après moi, ce n'était que des affaires très graves. Violeurs, meurtriers, trafiquants de drogue, tous en combinaison orange, sauf moi. Et quand est venu mon tour, je me suis levé et j'ai dit non coupable. Mais le plus révélateur, c'est ce qui s'est passé juste avant. Mes avocats avaient parlé avec la procureure principale du Dodge. Et la première chose qu'elle leur a dite, c'est « Est-ce qu'on va vraiment aller jusqu'au procès ? Est-ce qu'on va vraiment pousser cette affaire plus loin qu'il ne le faudrait ?» Rien que cette phrase montre qu'ils n'avaient jamais prévu d'aller jusque-là. Mais voilà, ils ont frappé à la mauvaise porte quand ils m'ont pris pour cible. La plupart des affaires aux États-Unis se règlent à l'amiable. Très peu vont réellement jusqu'au procès. Dans les affaires criminelles fédérales, l'écrasante majorité se termine par un plaidoyer de culpabilité sur une accusation moindre, et parmi la toute petite minorité qui va jusqu'au procès, la plupart perdent. Même nous, on faisait partie de cette infime minorité de cas. Pas seulement parce qu'on était prêt à aller jusqu'au procès, mais surtout parce qu'avant même d'en arriver là, l'affaire a été classée avec préjudice.
Et ça, c'est encore plus rare, parce que quand une affaire est classée avec préjudice, ça veut dire une chose très claire. Elle n'aurait jamais dû exister, car ils ne peuvent plus jamais la rouvrir. Comment ont réagi vos collègues, notamment parmi les autres internes? Et puis, il y a aussi tout ce que ça implique. Commencer un nouveau travail au beau milieu de cette tempête. Racontez-moi comment vous avez vécu cette situation. Je savais que je voulais travailler dans une petite ville et j'avais trouvé un endroit formidable à une 60aine de kilomètres de Dallas. Quand j'ai expliqué ce qui se passait, l'hôpital là-bas et vraiment tout le monde sur place a été extrêmement solidaire, surtout parce qu'à ce moment-là, de plus en plus de gens commençaient à comprendre ce qui arrivait à ces enfants. Beaucoup en avaient assez de voir des médecins rester silencieux et refuser de faire ce qui est juste. Et je vous le dis franchement, quand l'affaire a été classée, j'avais les jointures en feu à force de taper dans les poings de tout le monde dans les couloirs de l'hôpital. C'était incroyable. Mais ce qui m'a profondément déçu, c'est que dans mon ancien programme, parmi tous les chirurgiens avec qui j'avais travaillé à Baylor et au Texas Children's, seuls 2 ont eu le courage de me soutenir publiquement. 2. On parle d'une génération entière de chirurgiens. Des gens qui sont censés prendre soin des autres. Ce sont eux qui un jour s'occuperont de votre frère, de votre père, de votre mère, quand ils tomberont malades. Vous espérez que ces médecins auront du courage, mais de plus en plus de gens se rendent compte que la plupart n'en ont pas. So how do we grapple with that as a society? Comment la société peut-elle gérer cela? Il n'y a pas eu beaucoup de courage dans le milieu médical pendant les années Covid, ni sur la question des soins dits d'affirmation de genre. C'est un thème qui revient tout le temps. La censure, l'idéologie qui ont infiltré le monde médical pendant la période Covid. C'était tellement puissant que les gens ont fini par se conditionner à se taire. Ils savaient très bien ce qui se passait. Les confinements, les masques, la distanciation, les vaccins, ce n'était pas de la médecine fondée sur des preuves. Ce n'était pas de la vraie science. C'était en soi de la pure sorcellerie. Mais ils gardaient le silence parce que les conséquences professionnelles étaient trop lourdes. On mettait des masques à des patients en train de vomir. Quelqu'un arrivait avec une balle dans le corps et la première chose qu'on faisait en salle de trauma, c'était de lui coller un masque. Franchement, pas besoin d'être médecin pour voir que ça n'a aucun sens. Mettre un masque à quelqu'un qui peine déjà à respirer parce qu'il vient de se faire tirer dessus. C'est une question de bon sens. Et moi, j'ai failli me faire virer parce que j'ai enlevé un masque pour pouvoir faire ce qu'il fallait pour sauver un patient. Le vrai changement, il doit venir des grands centres universitaires. C'est là que tout commence. Il faut que les médecins puissent s'exprimer sans risque de tout perdre, parce que c'est ça la réalité d'aujourd'hui. Si vous dites la vérité, vous risquez votre carrière. Et les médecins, ils ont un parcours unique. Toute une vie de travail. Le lycée, l'université, la fac de médecine, les années de formation. Et cette formation, elle est brutale. On sacrifie tout pour en arriver là. Et ensuite, on est censé tout risquer pour simplement dire la vérité. C'est beaucoup. Le changement doit venir d'en haut. Oui, mais le médecin ordinaire aussi doit retrouver du courage. Il faut qu'il recommence à agir, même quand c'est dur. Plus il y aura de gens qui osent parler, plus cela facilitera le changement. Oui, et c'est exactement ce qui s'est passé pendant la période du Covid. J'étais complètement isolé, atomisé. Ça a été de loin la période la plus difficile de ma vie. Je ne suis pas quelqu'un de naturellement en colère, mais là j'étais vraiment en colère. Parce que je me sentais complice d'un crime grave, profondément contraire à tout ce que représente la médecine. Mais à ce moment-là, j'ai vu que des médecins prendre la parole, des gens comme Robert Malone, Simone Gold, Peter McCullough, et je me suis dit, ces gens-là sont médecins, ils risquent tout pour défendre ce qui est juste, alors qu'ils se font attaquer de toutes parts. Je pense aussi à Jay Bhattacharya.
Ces personnes sont des héros et les voir s'exprimer publiquement malgré les risques, ça m'a profondément inspiré. D'ailleurs, même dans mon propre parcours, quand j'ai parlé anonymement pour la première fois en mai 2023, à peine quelques jours plus tard, une autre lanceuse d'alerte a pris la parole. Elle aussi anonymement pour raconter ce qu'elle avait vu dans une clinique de transition de genre. Les horreurs qui s'y passaient derrière des portes closes. Qu'a dit cette lanceuse d'alerte? Elle était infirmière dans cette clinique et en fait, on est entré en contact parce que le FBI s'est rendu chez elle. Il y a une vidéo de cette visite filmée par accident. C'est choquant et ce qui m'a frappé, c'est que l'agent du FBI dans cette vidéo, c'était le même que celui qui s'occupait de mon dossier. Ça montre à quel point cette affaire, cette corruption, vient des mêmes cercles. C'est comme ça qu'on a fini par se parler. Nos histoires se sont déroulées en parallèle, presque naturellement. Et puis, quand j'ai été inculpé en juin 2024, le jour où je suis allé plaider non coupable, ce jour-là, elle a rendu publique son identité. Et elle a révélé quelque chose d'encore plus choquant. Elle travaillait toujours dans cette clinique après avoir déjà lancé une première alerte et elle affirmait que la clinique facturait à Medicaid au Texas des actes de transition de genre. Le problème, c'est que faire ça est illégal. La loi texane interdit formellement l'usage de Medicaid pour ce type d'intervention. Et quand on regarde certains dossiers, c'est assez flagrant. Les médecins qui dirigeaient le programme de transition de genre au Texas Children's Hospital, ce sont les mêmes qui étaient plaignants dans un procès mené par l'ACLU pour contester cette loi texane. Et dans leur propre plainte, ils reconnaissaient noir sur blanc qu'ils utilisaient Medicaid pour ces actes. C'est presque un aveu public de mauvaise conduite. Bien sûr, ce sont encore des allégations. La justice doit suivre son cours, mais c'est extrêmement préoccupant. D'autant plus que dans les mois qui ont suivi, le procureur général du Texas a engagé des poursuites contre 3 autres médecins pour des schémas de fraude similaires. Il modifiait l'identité sexuelle des patients, masculins, féminins, dans les dossiers, puis utilisait des faux codes de facturation pour que les compagnies d'assurance prennent en charge des actes qui normalement n'auraient jamais été remboursés. Et tout ça aujourd'hui risque de devenir un modèle pour comprendre comment certains hôpitaux dans des États démocrates contournent les règles et échappent à toute responsabilité, même devant le DOJ ou le HHS. And just to be clear, they would use a particular billing code. Ils utilisaient un code de facturation spécifique qui ne révèle pas qu'il s'agit de soins dits d'affirmation du genre. Medical approaches being used. Oui, prenez un exemple concret. Une fille de 16 ans entre dans votre clinique, vous modifiez son sexe dans le dossier médical de féminin à masculin. Vous voulez que les compagnies d'assurance remboursent les injections de testostérone, mais vous ne voulez pas qu'elles sachent que c'est pour une dysphorie de genre. Au lieu d'écrire dysphorie de genre comme diagnostic, ce qui pourrait poser problème, vous notez simplement carence en testostérone. Et voilà comment ça passe. Le diagnostic et le traitement sont transmis à l'assurance et quand ils voient ça, rien ne les alerte. Pour eux, tout semble parfaitement normal. Un patient masculin avec un déficit en testostérone, donc ils remboursent sans poser de questions. Mais en réalité, ils se font arnaquer et le public, lui, ne sait même pas que ces interventions continuent d'avoir lieu dans l'ombre. Donc oui, c'est de la fraude médicale typique, classique. Et c'est un problème extrêmement grave si ce genre de pratique est confirmé, et je pense que c'est bel et bien le cas. Alors ces personnes risquent la prison parce qu'on parle ici de fraude à grande échelle, détourner de l'argent des compagnies d'assurance ou même de programmes publics comme Medicare ou Medicaid pour des montants qui peuvent aller jusqu'à des dizaines de millions de dollars. Est-ce que, selon vous, ils sont vraiment convaincus qu'on les empêche de faire ce qu'ils considèrent comme des interventions soi-disant importantes pour ces jeunes ? C'est difficile de savoir ce qui se passe dans leur tête ou quelles sont leurs motivations profondes.
Mais ce que je peux dire avec certitude, c'est que l'idéologie derrière tout ça est extrêmement radicale. Cette idée qu'on va prendre des enfants et leur faire changer de sexe, ce qui évidemment est biologiquement impossible, et qu'on va pour ça leur administrer des médicaments de chimiothérapie utilisés comme bloqueurs de puberté, leur donner des hormones, puis aller jusqu'aux chirurgies les plus extrêmes qu'on n'ait jamais envisagées en médecine. Ce qu'ils font en réalité, c'est mettre ces enfants sur une trajectoire qui les transforme en patients médicaux à vie. Pourquoi deviennent-ils des patients médicaux chroniques? À cause de toutes les complications liées aux chirurgies et aux traitements médicaux, je veux dire, pas plus tard qu'il y a quelques semaines, je m'occupais d'un patient qui avait fait une embolie pulmonaire à cause de tout l'œstrogène qu'on lui avait prescrite dans le cadre de son traitement d'affirmation de genre. Et ça, c'est quelque chose qui va le marquer à vie. Imaginez ce que disent certains médecins à ces enfants. Ce traitement va te sauver la vie. Si tu ne le fais pas, si tu ne t'engages pas dans ce parcours qui va te rendre dépendant du système médical pour le reste de ta vie, tu vas te suicider. À quel point faut-il être diabolique pour dire ça à un enfant? Et ensuite, imaginez ces mêmes personnes devoir se remettre en question, réaliser un jour que ce sont elles, peut-être, les monstres qu'elles accusaient les autres d'être. C'est ça la réalité la plus insupportable pour elles. Je pense sincèrement qu'elles ne pourraient pas le supporter. Pour elles, faire preuve d'introspection, ce serait une forme d'autodestruction. Leur âme ne survivrait pas à cette vérité, alors elles préfèrent se mentir à elles-mêmes. Prendre conscience que ce qu'ils ont fait s'est avéré extrêmement nuisible pour leurs patients. Exactement, parce qu'en réalité, ce qu'ils faisaient, c'était priver ces enfants de l'aide dont ils avaient vraiment besoin. Ce dont ils avaient profondément besoin, c'était qu'on les écoute, qu'on leur parle, qu'on les comprenne, pas de médicaments, pas de chirurgie. Et pendant qu'on leur refusait ce soutien humain essentiel, on leur administrait des substances toxiques, on leur imposait des opérations absurdes, irréversibles, cruelles, terrifiantes. Vous êtes ici à Washington pour la journée de sensibilisation aux personnes en phase de détransition. Que s'est-il passé au Congrès? C'est un moment vraiment important. On a eu l'élection de Donald Trump, puis les décrets présidentiels, et maintenant on commence à avoir des projets de loi avancés. Espérons-le, à la fois au Sénat et à la Chambre, et ça pourrait enfin permettre d'agir, de commencer à réparer les dégâts subis par ces personnes et de leur donner accès aux soins dont elles ont réellement besoin. Parce qu'avec toutes les complications liées aux hormones et aux chirurgies, il faut souvent des interventions médicales lourdes pour atténuer les effets. Mais pour ces personnes-là, rien n'est pris en charge, elles doivent vivre avec. Il y a justement des propositions de loi pour s'assurer que les assurances couvrent les soins de détransition, parce qu'à l'heure actuelle, il n'existe même pas de code de facturation pour ça. Comment facturer un traitement qui n'existe pas officiellement? C'est absolument essentiel que ce soit encadré par la loi. Autre point important, allonger les délais de prescription pour les poursuites judiciaires. Beaucoup de ces personnes ont été blessées par des médecins et pourtant elles n'ont souvent qu'un an, comme au Texas, pour entamer des démarches. Non, c'est ridiculement court, surtout quand on sait que la majorité ne ressent les effets qu'après plusieurs années et ne commence une détransition que bien plus tard. À ce moment-là, elles se disent qu'elles pourraient engager des poursuites. Mais il est déjà trop tard. Ce ne sont que deux exemples de réformes absolument nécessaires qui avancent aujourd'hui à la fois au niveau fédéral et dans plusieurs États. Donc, vous êtes ici pour défendre cette cause? Oui, mais c'est aussi une façon de leur rendre hommage parce que ce sont les vrais héros de tout ce mouvement. Ces personnes qui ont le courage de détransitionner et surtout de raconter leur histoire. On peut parler d'études, de statistiques, d'aspects médicaux, mais souvent ça ne touche pas vraiment les gens. Oui, certains voient bien que ça n'a aucun sens, mais quand ils entendent des récits, ce que ces personnes ont traversé, ce que des médecins leur ont fait, là ça devient impossible à ignorer. On ne peut qu'être bouleversé. Ce sont honnêtement les histoires les plus atroces que j'ai jamais entendues. Et en tant que médecin, mon travail, c'est justement de faire en sorte que ça n'arrive plus jamais.
À quoi ressemblerait la responsabilisation? Les médecins qui font ça, les personnes qui dirigent ces pratiques, les décideurs, ceux qui rédigent les protocoles, qui siègent dans les grandes organisations professionnelles, ils doivent être tenus légalement responsables. Et quand je dis ça, je parle de responsabilité pénale. Ils ont promu des fondements scientifiques frauduleux qui ont ensuite été intégrés par les assurances, puis par les hôpitaux, jusqu'à atteindre directement les patients. C'est ça en réalité. Ils ont inventé un champ médical fictif et derrière, ils ont blessé des gens. Beaucoup de gens. Il y a des personnes aujourd'hui en prison pour des choses comparables, mais à une échelle bien moindre. Donc à mes yeux, la même logique doit s'appliquer ici. Vous parlez de la mise en œuvre des directives de la WPATH. Exactement. Parce que ces médecins savaient très bien que leurs recherches ne tenaient pas la route. Et malgré ça, ils ont continué à les présenter publiquement comme si c'était du travail sérieux. Et ça, en tant que médecin, c'est extrêmement grave, parce que ça veut dire qu'ils l'ont fait en toute connaissance de cause, et on le sait via des documents révélés par des lanceurs d'alerte et d'autres rendus publics dans le cadre du procès de l'Alabama. Dans ces documents, ils reconnaissent que leurs études sont frauduleuses, qu'ils n'ont pas les chiffres, mais qu'ils doivent quand même garder une image pour convaincre le public. Et très brièvement, l'affaire de l'Alabama. Il s'agissait de défendre une loi d'État qui interdisait ce genre d'intervention sur les enfants. Et dans le cadre du procès, beaucoup d'échanges en coulisses, des documents, des emails ont été rendus publics, ce qui a permis de jeter un éclairage très révélateur sur le fonctionnement interne de toute cette industrie du genre. Très bien. Quel était le second domaine? C'est un aspect de la responsabilité, oui. Mais tout aussi important, c'est le volet juridique, parce qu'il y a eu toute une équipe, des procureurs, des agents du FBI, du HHS, qui ont travaillé ensemble pour monter une affaire complètement frauduleuse. Ils y ont passé des centaines d'heures et franchement, je n'ose même pas imaginer combien de millions de dollars d'argent public ont été gaspillés pour me poursuivre pour quelque chose qui, au fond, n'était même pas un crime. Je pense qu'ils doivent eux aussi rendre des comptes. Je pense qu'ils devraient être licenciés et faire l'objet d'une enquête. Et si on découvre qu'ils ont délibérément conspiré pour fabriquer de faux témoignages contre moi, alors oui, ils doivent être tenus pénalement responsables, parce que c'est exactement ce qui a conduit à l'annulation de leur première inculpation. Elle reposait sur un faux témoignage. Le témoin qu'ils avaient utilisé leur avait raconté quelque chose de totalement faux, et ce que le gouvernement ne peut pas nier, c'est qu'il avait en main des preuves montrant que ce témoignage était mensonger, et ces preuves-là, il les détenait depuis 6 mois. Dr. Haim, un dernier mot pour conclure? Ce que j'aimerais vraiment que les gens retiennent, c'est qu'une personne ordinaire peut avoir un impact réel à condition de faire ce qui est juste et de s'y tenir. C'est vraiment ça, le cœur de notre histoire, parce que moi j'étais personne, je n'avais aucune présence sur les réseaux sociaux, rien. On avait juste un petit cercle d'amis et très peu d'argent, qui d'ailleurs a complètement disparu dès le premier mois, et on n'en a toujours pas retrouvé. Et malgré tout ça, on a réussi à avoir un impact à l'échelle de tout l'État du Texas. C'est fou quand on y pense. C'est sûrement l'une des choses les plus marquantes que j'ai faites dans ma vie. C'était juste ma femme et moi, seuls face à tout ça. Et même si ça a été dur, très dur, je peux dire sincèrement qu'aujourd'hui, on est plus proche que jamais. Ce n'est pas seulement qu'on peut tenir bon face aux épreuves, c'est qu'on peut les traverser et en ressortir plus fort avec des liens encore plus solides. Dr. Ethan Haim, c'était un réel plaisir de vous recevoir dans cette émission. Merci à vous. Nous avons contacté le Texas Children's Hospital et n'ont pas répondu directement à nos questions, mais ont déclaré ceci. Nous restons fermement engagés à offrir à chaque enfant et à chaque femme les meilleurs soins médicaux possibles, en précisant que cet engagement s'inscrit dans le respect de toutes les lois et réglementations en vigueur, qu'elles soient fédérales ou étatiques.
Merci à vous tous d'avoir été avec nous pour cet épisode d'American Thought Leaders aux côtés du Dr Eitan Haim. Je suis Yann Yekelek.